quand tu joues sur mobile, en multijoueur, tu grilles ton forfait en quelques secondes. C'est très impressionnant. Donc les développeurs de jeux ont mis en place d'autres mécanismes du style tu vas faire une course de voiture, tu vas remonter ta course sur un serveur et quelqu'un pourra jouer contre le fantôme de ta course de voiture. En fait, des solutions qui vont éviter de griller trop de ressources. Ouais. Et puis à l'époque, le réseau GPRS a un problème fondamental, c'est ce qu'on appelle un problème de latence. C'est-à-dire que en fait, c'est le réseau de données est dédié à un certain type d'usage. On va privilégier notamment tout ce qui est téléchargement de mails ou téléchargement de vidéos. C'est-à-dire que quand tu demandes une information au réseau, l'information va te venir avec une latence qui peut aller jusqu'à plusieurs secondes. Mais c'est pas grave, quand tu veux récupérer tes mails, c'est pas grave, tu es prêt à attendre 2 secondes avant de récupérer tous tes mails. Ce qui importe, c'est le débit. Sur un jeu, par contre, c'est un problème immense, notamment quand tu es en multijoueur et que tu veux un jeu réactif. Ce qui fait que l'auteur, notamment de Quake, quand il s'est posé la question, oui c'est Quake, quand il s'est posé la question de développer un Quake sur mobile, il a dit on ne peut pas le développer comme on le ferait sur PC. Voilà. Alors, peu à peu, ça va orienter ton enseignement? Oui. Cette recherche-là? Un petit peu, puisque je commence à proposer un cours autour du jeu vidéo en fait dans un master auquel on contribue. Quand tu dis état de l'art, recherche, c'est une recherche universitaire ou c'est une recherche... Recherche universitaire, oui. C'est-à-dire que tu vas recherche universitaire. Un... Alors je vais présenter des articles de recherche à des conférences. Il y a des conférences autour du jeu. Qui commence ou qui existe depuis Alors qui commence, alors, pour certaines, alors quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, par exemple la conférence NetGames, c'est-à-dire Network and System Support for Games, c'était sa 2e édition. En quelle année tu dis toujours 2004? Là on est en 2004, 2003-2004. Les anglo-saxons sont plus en avance? Non, je pense on est tous au même niveau là. D'accord. On est tous au même niveau à percevoir qu'il y a ce truc-là qui est en train d'émerger. Il faut voir à l'époque, d'un point de vue marché, le marché c'est le marché des consoles, le marché du PC. On a la Nintendo DS qui est quand même pas mal, qui fait des ventes plus qu'honorables, ça chiffre en plusieurs millions d'exemplaires. Mais le jeu sur mobile est encore frémissant. Alors, il y a des signes. Il y a par exemple les gens c'est Electronic Arts qui achètent la licence de Tetris pour une somme assez colossale. Mais je ne pourrais plus te dire le chiffre, mais on sent, en fait, ils pressentent de l'explosion qu'il va y avoir au niveau du jeu sur mobile. De toute façon, 2004, c'est le développement du haut débit en France. Oui, il y a ça qui arrive, et puis on va passer. Un quart, maintenant on est à 3/4 de pratique. Voilà, et on va. Alors voilà. Mais à l'époque, le haut débit, alors par exemple, on va avoir des choses comme France Télécom, oui, il s'appelait encore France Télécom à l'époque, si je ne m'abuse, qui propose des choses du style. Alors comment il s'appelait leur jeu déjà ? Je ne saurais plus te retrouver. Ils avaient un jeu multijoueur, et ce qu'ils proposaient à leurs utilisateurs, c'est d'avoir une meilleure qualité réseau, en payant plus évidemment, et comme ça ils pouvaient trucider plus facilement leurs adversaires. On est encore à ce genre d'arguments commerciaux en fait. Alors ce que tu décris, c'est que tu es au cœur d'un truc qui est en train d'arriver, qui est pressentiment de développer principalement sur les téléphones, ou ta recherche se fait sur Alors sur tout elle est très large, mais elle est large, mais avec une spécialisation sur le téléphone, qui me semble moins bien traité en fait que sur les réseaux, enfin sur les jeux style PC et console. Alors après le projet Méga, suite à ce projet Méga, l'Institut Mintelecom décide de lancer une action sur 3 ans qui va s'appeler J'aime-tout pour jeux multijoueurs, technologie et usage. Donc je suis le chef de projet. Vous êtes moins bon en logo. Non, j'aime tout, j'aime bien, attends, je trouve ça rigolo. À cette occasion-là, on privilégie en fait une thèse en usage. Une partie du financement va servir à financer une thèse en usage qui est la thèse de Raphaël Coster que tu connais. D'accord. Et puis on va faire un certain nombre de travaux
au niveau technique pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce que notre recherche peut apporter pour le développement de jeux multijoueurs. Alors tu viens de parler de Raphaël Coster, on va parler un petit peu de cet angle parce qu'on finira par l'interviewer aussi. Tu veux dire usage, c'est-à-dire que dès le début, vous pensez qu'il ne faut pas voir le jeu que par la machine, mais par l'utilisateur? Oui, bien sûr. Alors ça c'est pour le plaisir de te taquiner. J'aurais l'idée, c'est un a priori pur, qu'un technicien ou un scientifique, je ne sais pas comment on peut te qualifier, ferait pas très attention à ça. Il serait tellement en train de penser à l'interface, au débit, aux réponses qu'il ne penserait pas à l'usager vraiment. Oui, mais le techos, le technicien, il apprend. Et il apprend notamment parce qu'à Télécom Sud Paris, on a des gens de tous les horizons, notamment des gens usage. Oui, parce que Raphaël Coster est sociologue en fait. Voilà. Il s'avère qu'à l'époque, Sylvie Crépeau, qui est la future directrice de thèse de Raphaël Coster, a commencé à s'intéresser aux jeux multijoueurs. Donc je vais discuter avec elle et je découvre en fait qu'il y a un aspect usage qui est très important. Dans le projet Méga, elle va m'aider à mettre dans la boucle Bertrand Seyss, qui est un psychologue, qui va apporter sa casquette psychologue sur le jeu. Et à travers des interviews, ils vont prendre conscience de choses du style une personne, un couple, lui il est en train de jouer sur sa console, et elle va se mettre à côté de lui avec son mobile, et en fait elle se sent avec lui même si elle est en train de jouer. Et il y a vraiment, on prend conscience qu'il y a des choses qui sont en train de bouger en termes d'usage. Et nous, techos, nous techniciens, on doit s'inscrire là-dedans, on doit alimenter ces gens-là. Et ça va guider derrière toute ma réflexion, notamment mes enseignements enseignements pour Jean. Parce que ça sera la deuxième partie, mais voilà. Par contre, ce qui va clore la première, c'est que en effet, pour avoir déjà assisté à tes cours, les étudiants sont moins fans quand le sociologue arrive pour dire réfléchissez à l'usage, qu'est-ce qui peut se passer. Et on voit bien qu'ils pressentent que c'est utile, mais on voit bien aussi que c'est pas ce qui anime le créateur du jeu en fait. Il a l'air d'être aussi, moi qui suis peintre, comme un démiurge en fait. Il a envie de créer son objet, d'inventer quelque chose de nouveau, sans tout à fait penser à celui qui va l'utiliser tout de suite. C'est une caricature, ce que je décris là? Tu décris l'étudiant qui est encore brut de fonderie. Et c'est ce qu'on va faire pendant la formation de Jean, c'est-à-dire que on les récupère avec leurs illusions et leurs croyances. Et le fait que, par exemple, parce qu'ils ont beaucoup joué, donc ils connaissent le monde du jeu. Et en fait, ils n'y connaissent rien. C'est la différence entre un amateur et un professionnel, en fait. Ils sont amateurs. Mais amateur dans tous les sens du terme. C'est-à-dire amateur, j'aime. Et puis amateur, je suis amateur, en fait. Ils ont du mal à prendre de la distance par rapport à cette pratique. Et les 6 mois de Jean vont les amener à prendre de la distance. Et notamment, on les confronte à des cours d'usage très rapidement. À la limite, c'est comme des coups de boutoir, quoi. On y va au burin, quoi. Au marteau et au burin, à la masse même. Alors, pour dégommer toutes leurs illusions, enfin toutes leurs croyances. La deuxième partie va être sur ton enseignement. Alors la fin de ce qu'on dit, c'est qu'en 2004, tu commences à enseigner le jeu vidéo. Quel type de cours tu fais? Alors c'est juste un cours de 3 heures de niveau master qui va permettre en fait de situer toutes les problématiques de jeu et en quoi elles influent sur le système, notamment le lien entre jeux vidéo et système distribué. Il faut que tu précises ce que ça tout veut à dire. fait. Un système distribué en informatique. Alors en informatique, on a des systèmes centralisés, par exemple son PC ou son téléphone mobile quand tu l'utilises en local, ou son PC quand tu l'utilises en local, c'est un système centralisé. Il n'y a qu'une seule machine. Un système distribué, en fait, c'est une application. Alors, c'est un système ou une application qui va être exécutée sur plein d'ordinateurs en parallèle. Aujourd'hui, quand tu fais une commande sur Amazon par exemple, ou sur la Fnac ou sur Darty ou Basta, en fait tu vas contacter un ordinateur qui lui-même va contacter d'autres ordinateurs, etc. Ouais. En fait, sans le savoir, tu es en lien avec un système distribué qui est assez compliqué. Ou quand tu fais du Facebook ou du Twitter, etc., tu es sur un système distribué. Et ça pose des problèmes qui sont assez intéressants. Par exemple, des problèmes de cohérence. Je vais prendre un exemple typique. Je suis sur un réseau social. En fait, le réseau social, pour optimiser les performances, les gens dans le monde vont être connectés à des serveurs
qui sont situés géographiquement de manière répartie. C'est-à-dire que les Américains vont être plutôt en contact avec des serveurs aux États-Unis. Nous, Français, ça va être des serveurs en Europe, en général en Irlande, ou en France, ou en Allemagne, etc. Si on veut une cohérence entre les systèmes, il va falloir quand même que quand quelqu'un fait une modif sur l'ordinateur, par exemple en Allemagne, il faut que cette modif aille se répercuter sur tous les autres systèmes. Et ce, de la manière la plus performante possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre. Si je fais une modif, par exemple, j'ai envie de faire un achat. Je fais un achat. L'achat est signifié au niveau de la machine allemande. Si je dois attendre que la machine allemande ait contacté toutes les autres machines et que toutes les autres machines ont dit ok, c'est bon, je vais attendre plusieurs secondes et ça c'est insupportable et la vente ne va pas se faire. D'accord. C'est le genre de choses qu'on va avoir en algorithmique distribuée. Et ça pose vraiment des problèmes très intéressants. Et puis le jeu amène aussi des problèmes de sécurité. Alors de sécurité, la sécurité habituelle, va falloir résister, va falloir que les bases de données résistent à des tentatives d'intrusion du style attaque pour récupérer les numéros de carte bleue, les passwords, etc. Ok, bon, ils ne sont pas toujours très bons là-dessus, mais bon. Et le jeu amène une problématique spécifique qui est le problème de la triche. Parce que en fait, si des gens trichent dans un jeu, les joueurs qui sont victimes de la triche en fait vont arrêter de jouer et c'est d'autant plus grave sur des jeux payants. Alors il y a des chercheurs notamment qui s'intéressent à la détection de collusion. Ça c'est par exemple, tu as une table de poker, une table virtuelle de poker. Comment repérer en fait que sur les 4 joueurs de la table, il n'y en a pas 3 qui sont en train de collaborer en fait pour plumer le 4e. Et comment le détecter de manière automatique, parce que tu peux pas avoir quelqu'un qui est juste derrière pour repérer ça. J'imagine qu'il y a des modèles mentaux ou logiques avant même que ce soit des machines. Oui, sur alors des ça va. probabilités, sur des choses comme ça. Alors des probabilités, et puis en fait la gestion de la triche va influer sur ce qu'on appelle les solutions architecturales. Alors c'est un bien grand mot. En fait, une infrastructure informatique, c'est comme une ville. C'est-à-dire qu'on va bâtir les bâtiments d'une certaine manière et on va prévoir le réseau de communication entre les bâtiments pour que l'information circule le mieux, pour que les gens circulent le mieux. Dans un système informatique, c'est exactement pareil. Et autant dans les années 2005, 2004, 2005, il y a 2 architectures qui s'affrontent. L'architecture dite centralisée, où en fait il y a un ordinateur qui va héberger l'état du jeu et tous les autres vont se référer à cet ordinateur-là, versus une architecture pair à pair où en fait tout le monde détient l'état du jeu et s'échange des informations. À l'époque, ces 2 architectures-là sont en concurrence. Et il y a des jeux qui vont... T'as dit 2005 ? Dans les années 2005. 2005 et peu à peu, donc un jeu comme Age of Empires par exemple est en pair à pair. Un jeu comme Quake est plutôt en version centralisée. Vraiment les deux sont au coude à coude. Et en fait la triche, la gestion de la triche va faire que l'architecture pair à pair va être mise de côté. Parce qu'elle ne permet pas de lutter contre la triche. Parce qu'en fait, si quelqu'un, imaginons tu joues à Age of Empires, et tu as trafiqué ton programme pour voir le terrain, tout le terrain que tu n'es pas censé voir. Tu peux, parce que tu es sur ta machine en local et tu peux avoir une version spéciale du logiciel. En centralisé, c'est pas possible, parce que le système centralisé va décréter ce que tu peux voir. C'est comme jouer au poker chez soi et jouer au poker dans un lieu neutre. Voilà. Donc mes cours sont autour de ça et un peu présenter le fait que qu'il y a des problématiques en fait de recherche derrière. Eh bien, on va s'arrêter 2 secondes, comme ça on va pouvoir parler de...